Et voilà, donc le décor est planté. C'est une des écoles de samba les plus célèbres de Rio, l'école de l'Impératrice, qui a gagné le grand concours au carnaval en 1994. Alors, la découverte du Brésil avec une première chanson, Axel Red. Elle se trouve juste sous le Christ Rédempteur. Vous savez qu'il y a une devise qui dit au Brésil que Dieu est brésilien. Bien, le Christ Rédempteur est tout là-haut, à 710 mètres de hauteur. Pour vous donner une petite idée du travail du sculpteur français Paul Landowski, qui a mis 5 ans pour sculpter ce Christ Rédempteur, une main mesure 3,20 mètres et l'ensemble de la sculpture représente 8 tonnes. Tout en dessous, un endroit qui s'appelle Mirante. Vous allez voir ce que vous allez voir. Sensualité, voici Axel Red. Jamais je n'aurais pensé tant besoin de lui. Je me sens si envoûtée que ma maman me dit ralentir. Désir ou amour, tu le sauras un jour. J'aime tes yeux, j'aime ton odeur, tes gestes en douceur, lentement dirigés, sensualité. Stop un instant, j'aimerais que ce moment fixe pouvait t'abonner ta sensualité. Il paraît qu'après quelques temps, la passion s'affaiblit. Pas toujours apparemment. Et maman m'avait dit ralentir. Désir ou amour, tu le sauras un jour. J'aime tes yeux, j'aime ton odeur, tous tes gestes en douceur, lentement dirigés, sensualité.
Axel Red avec sa sensualité et puis bien entendu l'une des vues les plus extraordinaires, les plus exceptionnelles de Rio. Et maintenant, un endroit magique encore. Et là, je m'adresse particulièrement à celles et ceux d'entre vous qui aiment le football. Thierry Roland. Bonjour Jean-Pierre. Merci d'être venu spécialement pour nous. Ça fait plaisir d'être ici. Très plaisir. Un aller-retour spécialement pour venir sur cette pelouse unique au monde, il faut bien le reconnaître. Ah oui, ça c'est vrai, vous avez la chance d'être sur un stade complètement mythique. C'est un des stades les plus extraordinaires du monde, au même titre que Wembley, que le stade Aztec à Mexico, que le stade du Camp Nou à Barcelone. Ce sont des stades extraordinaires. Alors sur la pelouse, on sait on connaît le nombre de joueurs, mais dans les tribunes, combien sont-ils d'une façon générale? Bien, au début, lorsque ce stade a été construit, c'était pour la Coupe du Monde de 1950, ils étaient plus de 200 000. 200 000, rendez ça compte. fait du monde. Ça fait du monde, surtout quand ils crient tous en même temps. Oui. Et puis petit à petit, il y a eu l'avènement de la télévision et ils ont diminué la capacité du stade. Je crois qu'aujourd'hui, la capacité du stade a été limitée à 150 000, vous voyez, mais les places sont pratiquement toutes assises. Sauf dans les virages, de chaque côté, où se tiennent les torcidas, c'est-à-dire les clubs des supporters, qui dans un match, par exemple quand il y a un match entre Fluminense et Flamengo, ils sont chacun de leur côté, et à la mi-temps, ils tournent. C'est-à-dire que ceux qui étaient à gauche vont à droite pour être toujours derrière Ça se fait en ordre, sans bousculade? Oui, parce qu'il y en a un qui passe d'un côté, l'autre qui passe de l'autre, ils ne se foutent pas du tout sur la gueule, rien du tout, tout va bien. Très bien. Alors, nous sommes là bien entendu pour parler football, puisque nous sommes au Brésil et que bien évidemment, c'est le sport national. Alors, à côté de notre interprète, qui est enseignante à l'Alliance française, deux footballeurs connus eux aussi dans le monde entier, Thierry. Ah oui, deux footballeurs. Alors, l'un d'entre eux, on va le reconnaître très facilement parce qu'il a joué à l'Olympique de Marseille. Et qu'il a un peu l'accent de Marseille. Et il parle encore français. Monsieur Jairzinho, personne ne l'a oublié. Bonjour Jair. Bonjour, enchanté. Mais on est content de vous revoir, ça fait plaisir. Et surtout de voir que vous parlez toujours un petit peu le français, ça c'est bien. Le plaisir c'est de moi aussi, était avec vous. Et c'est très important aussi la participation de nous pour parler la vérité du football brésilien. Alors dites-moi, Jairzinho, en quelle année étiez-vous à Marseille? L'année de 74-75. Quels étaient vos camarades de jeu les plus connus et les plus célèbres? Pour moi, je étais à France 74-75, c'est le bel cadeau de la vie sportive de moi. Il y avait Paulo César qui était avec vous aussi. Monsieur Paulo César, oui. Qui était votre gardien de but à l'Olympique de Marseille à cette époque? C'est le monsieur Charrier. Et alors donc à côté de Jairzinho, eh bien c'est monsieur Carlos Alberto. Et monsieur Carlos Alberto, c'était le capitaine de la fameuse équipe de 1970. Et c'est lui qui a marqué cet extraordinaire 4e but contre l'Italie, que l'on va revoir du reste bien sûr, mais c'était un joueur exceptionnel, c'était un numéro 2, c'était un précurseur, parce que maintenant les arrières montent, et lui il faisait tout, il était devant, il était derrière, il était au milieu, c'était un joueur exceptionnel, vraiment. Alors j'aimerais qu'il nous dise comment naît le football dans le cœur du petit Brésilien. Est-ce qu'on tape dans une balle avant même d'aller à l'école? Vamos dizer, não vou dizer que se dividindo entre futebol e outros esportes, mas uma grande parte das crianças brasileiras estão praticando outros esportes também. Les enfants partagent aujourd'hui leur intérêt entre le football et d'autres sports. Alors je crois que pour concrétiser ce que vous venez de dire, monsieur, et puis Jairzinho et Thierry, on pourrait peut-être regarder les images. Hein. Oui. C'est-à-dire que l'histoire en raccourci, très raccourci. L'histoire qui commence à appeler 58, quand le petit bonhomme débute avec Gilmar dans l'équipe du Brésil, avec les frères Santos. Et avec également des joueurs comme Zagallo, qui a été aussi entraîneur de l'équipe nationale du Brésil. Ça se passe donc en Suède, et c'est en 1958. Et puis on remonte le temps avec toutes les grandes équipes du Brésil. Alors ça, c'est la Coupe du Monde de 1958 en Suède, donc la première Coupe du Monde gagnée par le Brésil avec un tout jeune Pelé. Il avait 17 ans à cette époque et il éclate. 17 ans. Regarde le but qu'il met là. Oula, faut du culot déjà étant jeune. Et alors un petit peu la ferveur, un petit peu de démagogie, on défile avec le drapeau suédois, c'est pas idiot. 62. Alors là il est à Santos, il a été blessé à la Coupe du Monde, mais il revient bien parce que quand on le voit faire ça, c'est que ça va bien. Avec l'équipe de Santos, c'était son équipe de club, il a pratiquement tout gagné. Et on arrive en 1970, c'était la Coupe du Monde qui se déroulait, la première Coupe du Monde qui se déroulait à Mexico. Et là, il y avait une équipe du Brésil extraordinaire. Moi, c'est la plus belle que j'ai jamais vue, avec un but de Pelé. Le premier but du Brésil. C'est toi, là, non? Oui, enfin, c'est presque moi. Ça, c'est toi? Non, c'est une amie. Là, c'est le deuxième but. Il est marqué par l'Italie, celui-là, qui égalise. Un but partout. Mais les Brésiliens étaient beaucoup trop forts. Et ils vont marquer ici par Gerson.
qui était le numéro 8 de cette équipe avec Pelé, qui était un joueur extraordinaire. Et sur cette action, une remise de la tête pour Jairzinho. Et Jairzinho marque le 3e but du Brésil. Et il y en aura un 4e, marqué justement par Carlos Alberto, qui était le capitaine de cette sélection. Il reçoit une balle en or, il ne se pose pas de questions. Magnifique, Ah, magnifique. oui. D'autant qu'il arrivait dans le dos de Pelé. Pelé l'avait vraiment senti venir. Score final 4-1. Et c'est Carlos Alberto qui va recevoir dans ce superbe stade qui est le stade Aztec, presque aussi beau que le Maracana vraiment. Il va recevoir la Coupe du Monde, c'est l'équipe de Pelé, c'est sa grande victoire, il avait été extraordinaire. Jairzinho portait un triomphe. Et Carlos Alberto qui reçoit des mains du président de la République du Mexique de l'époque la Coupe Jules Rimet, qui sera volée du reste après à Rio un jour. On va peut retrouver, oui, c'est des choses qui arrivent. 86. Et on se retrouve en 86, alors là c'est encore au Mexique. Et ça c'est Careca qui marque contre la France, le premier but du Brésil. Un match France-Brésil qui se situe au niveau des quarts de finale. Tout le monde a dit que c'était une finale avant la lettre. L'égalisation de Pelé, Stopira s'est jeté. L'égalisation de Pelé, l'égalisation de Platini, veux-je dire. Je ne pensais pas qu'il jouait en équipe de France. Oui, non, bien sûr, c'est un J'ai lapsus. laissé dire parce que je ne suis pas le spécialiste. Mais non. tout le monde aura partout, rectifié. Un partout, alors il y a la séance, il n'y a rien en prolongation. Séance de tir au but, Platini là, c'est lui, le met au-dessus, ça lui c'est arrive terrible. rarement. Ouais. Ça lui arrive rarement. Ils sont 4 partout, là c'est mal engagé, mais Bats arrête. N'en arrête pas, c'est le poteau qui renvoie. On a l'impression qu'il arrête, mais c'est le poteau qui renvoie. Alors, tout reste à faire. Si Fernandez marque, la France est qualifiée. Et il marque. La France est qualifiée pour les demi-finales de la Coupe du Monde, où elle sera encore une fois battue par l'Allemagne, décidément notre bête noire à ce niveau du tournoi.